Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue. Bon, chapeau, on a plein de monde. Bienvenue à Aguilas. Écoutez, il est 13h01. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence et puis les personnes qui arriveront avec un peu de retard, on les accueillera aussi tranquillement, hein, elles prendront en cours. De toute façon, il y a un replay qui va vous être envoyé, donc pas de souci. Euh, c'est ton horloge, Nathalie. Oui, j'ai pas pensé à l'éteindre. C'est pour dire qu'il est 13h. C'est ça. Ok. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous pour ce premier webinaire qui est lancé par notre petit trio. On est donc Élie, Nathalie et Yanis. On fait partie de Cohésion Internationale, qui est une coopérative française qui a pour but de diffuser un peu partout dans les organisations ce qu'on appelle le management humaniste. Voilà, donc on accompagne toute organisation qui souhaite utiliser les outils de l'intelligence collective au profit à la fois de leur projet pour tenter d'atteindre leurs objectifs, mais de faire ça en prenant en compte le facteur humain. Voilà, ce qui n'est pas fait par toutes les entreprises, semble-t-il. Alors, le sujet du jour, c'est le relationnel au service de la performance. Souvent deux termes qui ne sont pas forcément associés, mais qu'on peut croire un peu en compétition l'un avec l'autre. Euh, voilà, c'est en rapport un petit peu avec ce que je viens de dire avant. Notre intervenante aujourd'hui est donc Nathalie Labarre. C'est le premier webinaire d'une série de webinaires qu'on va lancer en 2021 sur ces sujets autour de la qualité de vie au travail, du management, de la coopération dans les équipes, de la performance et des relations entre les personnes. Alors, Nathalie, tu es consultante et formatrice associée donc chez Cohésion Internationale. Tu es basée à Angers et tu es spécialiste des relations humaines dans le cadre du travail. Et tu interviens partout dans le monde francophone. Ça, c'est pour ceux qui ne seraient pas en France, mais voilà. Euh, alors, je vais vous expliquer un petit peu la manière dont va se dérouler ce webinaire. Je vais dans un instant donner la parole à Nathalie. On va utiliser, pour ceux qui ont suivi nos formations, la technique de la conférence participative. En tout cas, on va s'en inspirer. Donc, ça se déroule de la manière suivante. Nathalie, je vais te donner 8 minutes dans un premier temps pour que tu puisses nous dérouler une première séquence d'informations sur la thématique le relationnel au service de la performance. Pendant ces 8 minutes, je vais inviter les personnes qui écoutent à poser éventuellement leurs questions, si elles ont des questions. Par contre, encore une fois, merci de bien vouloir les mettre, vos questions de clarification, dans Q&R, d'accord, que vous trouvez normalement en bas à droite sur l'écran de Zoom. Et si par contre vous avez des réactions, c'est-à-dire que par exemple vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Nathalie, eh bien il y a deux manières de le signifier. Enfin non, la première manière, ah ben non, on ne pourra pas l'utiliser aujourd'hui. Donc il y a une manière de le signifier, c'est dans converser ou discussion. Là, vous pouvez mettre votre opinion, voilà. Alors soit vous n'êtes pas d'accord avec elle, soit au contraire, vous êtes d'accord avec elle et vous avez envie d'aller dans ce sens-là et puis de mettre un petit mot pour expliciter votre pensée, c'est là que vous cliquez. Et cet exercice n'est pas anodin. En fait, ça fait partie des exercices fondamentaux qu'on utilise à Cohésion lorsqu'on implémente la sociocratie dans les organisations. Voilà. Alors, Nathalie, suite à tes 8 minutes, je prendrai une ou deux questions que j'aurai lues donc, dans le petit panel QR, là. Je te poserai les questions, je t'inviterai à réagir, à répondre, pardon. Et puis ensuite, on repartira sur une autre séquence. Ça marche? C'est clair pour toi, Nat, je pense, hein, on la prépare ensemble. Ouais. Si on a le temps, peut-être on laissera réagir une personne. On va essayer ça au niveau technique. Je crois qu'on peut donner. Alors, je regarderai le temps, je vais être un petit peu maître du temps aussi pour que toi, Ouais, sois vraiment carrément. concentré sur le fond. Et puis, je verrai si on peut donner la parole à des personnes, à une personne au fur et à mesure. Et sachant que sinon, si à la fin, si on termine pas trop tard, on pourra faire ça aussi peut-être à la fin. Voilà. Nathalie, j'ai mon petit chrono. Je me permettrai peut-être à 8 minutes, si je vois que tu n'as pas fini, de te dire que normalement le temps est écoulé. Et puis normalement, tu as ton petit chrono toi aussi. Donc, concentration les amis pendant 8 minutes. Nathalie, le relationnel au service de la performance, c'est à toi. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Au niveau technique, ça ne se passe pas comme j'aurais voulu. J'avais prévu autre chose, mais ça fait partie des aléas
Est-ce que Yanis ou Elie, vous pouvez me dire si on voit bien l'écran Ouais, partagé? c'est parfait. Super. Alors, donc je vais faire 3 séquences de 8 minutes si tout se passe bien. Et donc la première, je voudrais vous livrer 3 clés en fait qui me semblent importantes pour faire en sorte que le relationnel se passe bien en milieu professionnel parce que, à mon sens, c'est au service de la performance. Donc c'était l'objet de ce webinaire. Moi, je remarque d'une manière générale que quand je baigne dans un relationnel qui est fluide, qui est simple, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune tension, aucun conflit, hein, pas du tout. Ça veut dire que, au contraire, on les traite, les tensions, les conflits, que je peux m'exprimer, que je suis entendue au fur et à mesure. Eh bien, je suis plus performante. Je suis plus efficace. J'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps dans un moment de tension avec un de mes collègues où je m'observais moi-même en parlant et je me suis rendu compte que j'arrivais pas à être claire dans mes propos, pas aussi claire que je ne le suis d'habitude. Et je me suis dit, vraiment, la qualité d'écoute de la personne en face de moi, elle m'aide aussi. Enfin, on est vraiment interliés et ça m'aide à être claire. Et quand la personne, elle est vraiment disposée à m'entendre, à m'écouter, et quand c'est fluide, je suis plus claire. Par contre, quand il y a des tensions, je le suis moins. Donc, du coup, pour moi, ça influe vraiment sur la performance, sur l'efficacité, voilà, dans la production, dans la productivité, dans le travail qu'on a à faire. Donc, la toute première clé pour que le relationnel se passe bien, à mon sens, c'est de connaître et d'assumer sa personnalité. On a tous des parts de nous, des parties de notre personnalité, des aspects de notre personnalité avec lesquels on est à l'aise, qu'on assume bien, et ça se passe bien en général. Moi, je suis persuadée qu'en fait, ce que les gens pensent de nous, et ça correspond à ce qu'on pense de nous-mêmes aussi, au fond, qu'on en soit conscient ou pas. Et donc, les parts de ma personnalité que je connais bien et que j'apprécie, en général, elles sont connues des autres et bien appréciées. Et par contre, il y a des parts de ma personnalité que je vais nier, que je ne vais pas vouloir voir, et d'autres parts aussi que je vais connaître, je ne vais pas les nier, mais par contre, je ne les aime pas du tout. Et ça, en fait, ça va vraiment influer sur le relationnel et ça va nuire, à mon sens, à la performance, à l'efficacité, à l'efficience d'une manière générale. Et donc, du coup, moi, j'ai entrepris il y a quelques années d'essayer de connaître. Alors, bon, moi, j'y étais un peu à fond parce que c'est ma grande passion, mais d'essayer de vraiment connaître ma personnalité. Pour ça, il y a plein d'outils disponibles. Je vais juste en citer quelques-uns là pendant les quelques minutes qui me restent. Et je vous invite à réagir dans les commentaires, voilà, pour dire si ça vous parle ou pas. Par exemple, est-ce que vous êtes plutôt introverti ou plutôt extraverti? Ça, c'est un aspect qui est vraiment important, surtout en réunion, quand on est en réunion. Les extravertis, c'est des personnes comme moi qui se nourrissent du contact à l'autre et qui apprécient de parler et qui formulent leurs pensées, qui élaborent leurs pensées en parlant. Donc, elles ont besoin de répéter plusieurs fois les mêmes choses parce qu'au fur et à mesure où elles parlent, elles précisent de plus en plus, voilà, et elles se nourrissent du contact des autres. Donc, elles aiment, en général, on dit qu'elles prennent plus de place que les introvertis parce que justement, elles se nourrissent du contact à l'autre et elles élaborent leurs pensées en parlant. Et donc, du coup, voilà, elles aiment prendre de l'espace de parole dans les échanges. À l'inverse, un introverti, il va plutôt se ressourcer dans la solitude. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut jamais voir personne ou qu'il n'aime pas les gens, mais c'est juste qu'au niveau de son ressourcement énergétique, vous voyez, un extraverti, par exemple, il peut se sentir fatigué en fin de journée, et puis tout d'un coup, il va avoir un échange sympa au téléphone avec quelqu'un, et hop, il se sent reboosté en énergie. Et ben, un introverti, lui, il va plutôt se sentir reboosté en énergie s'il arrive enfin à être seul après avoir eu beaucoup d'échanges dans la journée. Et, et au niveau de la prise de parole en réunion, un introverti, il va quand il prend la parole, en fait, il a besoin de réfléchir d'abord dans le silence à l'intérieur de lui. Et quand il prend la parole, s'il la prend, si les extravertis lui laissent la prendre, voilà, s'il n'y a pas d'animateur, par exemple, dans les réunions, eh bien, il va faire un résumé synthétique de tout ce à quoi il a réfléchi. Mais c'est synthétique, on n'aura pas toutes, voilà, à l'inverse d'un extraverti où on aura toutes les méandres de sa pensée. Eh bien, un introverti, ce sera toujours synthétique. Donc voilà, ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, est-ce que vous êtes plutôt, vous aimez planifier les choses à l'avance ou est-ce que au contraire vous adorez l'improvisation au dernier moment? Ça, c'est une grande différence entre mon collègue Yanis et moi, par exemple. Moi, j'adore planifier à l'avance. Hier soir, je leur ai envoyé un protocole à la minute près de comment se passerait ce webinaire. Et mon collègue Yanis, lui, il va être hyper à l'aise dans l'improvisation, c'est-à-dire sur le moment présent, voilà, comment il est d'accord avec moi. S'adapter aux différentes contraintes, prendre en compte la complexité de la réalité, voilà, il est à l'aise avec ça. Alors que moi, ça va être plus compliqué pour moi. Si ça ne se passe pas comme je l'ai planifié, c'est plus compliqué.
Mais le fait de connaître ça chez moi et de l'assumer, et de connaître ça chez Yanis et qu'il l'assume, eh bien, ça nous aide beaucoup dans la relation, voilà, dans cette différence. Et je vais terminer avec un point un peu plus précis sur est-ce que vous êtes plutôt instinctif, mental ou émotionnel? Ça, c'est vraiment la base de l'énéagramme, qui est l'outil qui me sert le plus, qui m'a le plus aidé à me connaître et qui m'aide encore aujourd'hui. Alors, là, un petit schéma qui explique les grandes différences. Donc, on parle des 3 centres d'intelligence chez l'être humain. Il y a 3 centres d'intelligence. Il y a le centre instinctif pour les... En fait, on a tous les 3 centres. On a tous une capacité d'action avec le centre instinctif, une capacité de réflexion avec le centre mental et une capacité d'échange, de ressenti émotionnel avec le centre émotionnel. Mais on a tous un centre qu'on privilégie. Il y a des personnes qui vont plutôt être dans l'action, aimer tout ce qui est pragmatique, concret, qui sont à l'aise dans le faire, quand ils ne le font pas, ils se sentent désœuvrés, qui aiment, voilà, qui sont à l'aise plutôt dans l'action, qui aiment quand c'est concret et pragmatique. Il y a des personnes, donc en vert, au centre émotionnel, ce qui compte pour elles, c'est les gens, les échanges, les relations, c'est ressentir des émotions. On dit qu'elles sont plus, voilà, qu'au niveau de leur qualité, elles vont être chaleureuses, elles vont aimer la relation et ressentir des émotions du fait de la relation. Et enfin, il y a des personnes qui vont privilégier l'analyse, la réflexion, la stratégie, qui aiment comprendre, en fait. Leur but principal, c'est de comprendre le monde qui nous entoure, la société, le fonctionnement des machines, enfin voilà, qui vont avoir à cœur de comprendre, d'élaborer des stratégies qui vont être plutôt orientées sur l'avenir et ce qui pourrait s'y passer. À chaque centre, il y a une émotion aussi principale. En tout cas, quand c'est mal vécu, ça va être la colère pour le centre instinctif, la tristesse pour le centre émotionnel et la peur pour le centre mental. Donc quand ça ne va pas, voilà, les personnes du centre mental, elles sont plutôt dans la peur de l'avenir. Quand ça ne va pas, une personne du centre émotionnel, elle est triste parce qu'elle est déçue, en fait, soit d'elle-même, soit de la relation qu'elle a avec une autre personne ou un groupe de personnes. Et le centre instinctif, c'est sa colère qui va être déclenchée quand il a l'impression d'être en insécurité, par exemple, ou que les choses ne se passent pas comme il aurait souhaité que ça se passe. Donc voilà, j'arrive au bout de mes 8 minutes et je vais laisser mon collègue Élie lancer un petit sondage pour savoir si vous êtes plutôt instinctif, mental ou émotionnel. Donc on vous laisse répondre au sondage. Par exemple, moi, j'ai accès au sondage. Ah oui, je veux bien que tu le laisses, Élie, encore un petit peu, parce qu'il faut que je fasse une capture d'écran. Voilà. Hop. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour terminer. Il y a encore... Hop, je mets fin au sondage. Et je vous partage. OK. Alors, on a entre autres, j'imagine que Flavia a répondu, elle fait partie des 6 personnes qui ont dû répondre « Je n'arrive pas pour l'instant à déterminer » et elle nous a écrit « Je navigue dans ces 3 centres selon les circonstances ». OK. Alors, on a un petit peu plus d'émotionnel. Ça ne m'étonne pas, étant donné le sujet du webinaire, mais c'est un peu moins instinctif. Ouais, c'est pas étonnant. J'ai cru voir passer j'ai pas vu la discussion, mais dans les questions-réponses, des personnes qui disent est-ce qu'on est vraiment l'un des 3 ? Non, on n'est pas l'un des 3, on a les 3 en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a vraiment une capacité d'action. On met tous en œuvre des actions tous les jours. On a une capacité de réflexion, bah pareil, on utilise notre mental pour réfléchir tous les jours. Et on a tous une capacité à ressentir des émotions et à se relier aux autres. Par contre, on a une dominante, clairement, en tout cas c'est ma croyance, voilà, je ne prétends pas détenir la vérité, mais en tout cas c'est ce que j'observe dans 100% des cas, dans les personnes que je croise et chez moi au quotidien. On a vraiment une dominante, on a même une hiérarchie en fait à l'intérieur de nous, c'est-à-dire, moi par exemple, ma hiérarchie, je suis davantage émotionnelle, ça va être mon premier prisme en fait, c'est toute situation, je vais d'abord la vivre de manière émotionnelle. Là, je suis en train de vous expliquer quelque chose, mais je suis aussi davantage concentrée sur mes émotions. Je suis un petit peu stressée avec ce webinaire. Et je suis là, je ne vous vois pas, mais si je vous voyais, si j'étais dans une pièce, je serais en train de jauger émotionnellement comment ça se passe dans la relation avec moi et telle personne ou les personnes entre elles. Donc voilà ma dominante émotionnelle. Ensuite, je suis instinctive. Voilà, donc ce centre-là, il fonctionne assez bien la plupart du temps, mais je l'utilise moins souvent que l'émotionnel.
Et j'ai le mental en dernier. Quand je suis fatiguée, par exemple, je réprime le mental, comme on dit en ennéagramme. C'est-à-dire, il ne faut pas me demander de réfléchir à ce moment-là, c'est trop compliqué pour moi. Je vais pouvoir échanger avec des amis, être dans le relationnel, je vais pouvoir faire, débarrasser la table, ranger ce qu'il y a à faire. Mais par contre, si mes enfants, quand je suis très fatiguée, me demandent de les aider pour leurs leçons sur des problèmes de maths, là, vraiment, c'est compliqué pour moi. Et en fait, on a tous une hiérarchie comme ça qui joue à l'intérieur de nous, qui, qui est pour la plupart des gens, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour la plupart des gens qui est fixe. Mais par contre, on peut tendre à réduire les écarts. C'est-à-dire, si on est très, très, très émotionnel et pas du tout mental, eh bien, ça peut nous jouer des tours, entre guillemets. Et du coup, en observant ça chez soi, eh bien, les écarts se réduisent, en fait. Voilà, donc maintenant, je donne la parole à Yanis pour voir si tu veux animer questions. Ouais, ça va mieux avec le micro. Alors, je suis en train de voir qu'il y a des questions pour lesquelles, Élie, j'ai l'impression que tu as déjà répondu. Alors, il y a des questions, puis il y a des réactions. Hein. Donc, j'avais invité en tout début de webinaire à mettre plutôt vos réactions dans converser ou discussion et vraiment à réserver QR pour vos questions. Voilà. Donc, par exemple, François, il dit, mais c'est une réaction, j'aime bien l'idée de la hiérarchie, cela me semble plus intelligible. Il y a Martine qui avait la même question que Caroline. La vie et les personnes ne sont pas aussi binaires selon elle. Donc là aussi, ce n'est pas une question, c'est une réaction. Je vais dans les autres questions. Magali, non. Ah oui, alors il y avait l'émotion ressentie par le mental que quelqu'un demandait. Oui, j'ai répondu dans la conversation, c'est la peur. Peur pour le mental. Enfin, c'est quand on va pas bien. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui préfère le centre mental a toujours peur, mais en tout cas, quand elle est dans une période de stress, c'est plutôt la peur qui va être active, et c'est une peur qui est liée à l'avenir et à ce qui pourrait se passer. Pour les personnes du centre émotionnel, c'est la tristesse. Voilà, c'est la déception en fait. Voilà, je me déçois moi-même dans ce que je suis, dans ce que je fais, ou je suis déçue de la relation que j'ai avec telle ou telle personne ou avec un groupe. Et pour le centre instinctif, c'est la colère. Alors la colère, ça peut aller de la légère frustration à la rage la plus terrible. Hein. Il y a énormément de nuances, de la même manière que la peur et la tristesse. Mais en tout cas, il y a une espèce de fond d'insatisfaction, de frustration, de colère chez les instinctifs, avec une volonté de contrôle, souvent, pour assurer la sécurité, une sécurité profonde. Okay. Alors sinon, il y avait Franck qui avait posé une question, mais c'est vrai qu'il a eu sa réponse par écrit, mais je la relis pour tout le monde. C'était, est-ce qu'on peut être un peu entre les deux, entre planificateur et improvisateur? Ou est-ce que c'est très tranché, on est soit l'un, soit l'autre? Alors ça, c'est issu du MBTI. Je ne sais pas si vous connaissez le test MBTI. C'est les derniers items, je pense. Il y a des gens qui sont équilibrés, comme introvertis, extravertis. Alors, on a toujours une tendance. On penche toujours, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'un côté ou de l'autre. Il y a des gens qui ont du mal. Si vous avez du mal à définir, c'est que vous êtes a priori assez équilibré. Et après, on va trouver des nuances. Voilà, il y a des gens qui sont très extravertis et d'autres très introvertis. Il y a des gens qui sont beaucoup dans la planification, qui veulent tout planifier, tout contrôler à l'avance, et qui du coup, voilà, c'est compliqué pour eux l'impro. Et au contraire, il y a des gens, ils veulent rien planifier à l'avance, sont très improvisateurs. Enfin voilà, on peut trouver soit des extrêmes, soit un juste milieu, soit vraiment quelque chose de très équilibré. Et ça bouge aussi au fur et à mesure du temps. Moi, j'étais plus extravertie avant. J'ai appris à apprécier la solitude, et du coup, je suis moins extravertie qu'avant. Voilà. Merci Nathalie. Donc, je vous rappelle qu'on va vraiment mettre les questions de clarification dans la petite icône, la question et réponse, Q et R, d'accord? Et toutes vos réactions, je vous invite à les mettre sur discussion ou converser. Et c'est le premier exercice sociocratique de ce webinaire, de cette série de webinaires que je vous propose. Et on voit déjà que c'est pas simple, hein, parce que ça fait 3 fois que je le dis, mais on voit que tout se mélange un petit peu. J'aimerais maintenant demander à Claudine et à Bérangère éventuellement de baisser la main, parce que je ne sais pas si nous on peut… Ah si, Philippe, tu as la main dessus, toi aussi. Paul aussi qui lève la main pour l'instant. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que je n'ai pas donné de consigne pour l'instant sur la main levée. Et ce que je vous propose maintenant, suite à cette première séquence, c'est que quelqu'un qui aurait envie de dire quelque chose sous forme de réaction, cette fois pas de question, mais de réaction,
eh bien, elle puisse lever la main. Et puis, Élie, on va essayer au niveau technique de donner la parole à cette personne. Voilà. S'il y a des personnes qui ont envie de réagir, là, vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole. Voilà. La parole à Franck. Voilà, Franck, normalement, on t'entend. Il faut que tu actives ton micro, faut activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Parfait. En fait, moi, je voulais réagir. D'abord, merci pour cette présentation. C'est vraiment agréable et intéressant. Moi, je suis toujours un petit peu un mélange de tout ça. Et puis, j'entendais quelqu'un qui disait qu'on ne peut pas être très binaire. Je suis tout à fait d'accord. C'est très situationnel, j'ai l'impression. On peut tout planifier. Puis, quand on arrive, en fonction de l'auditoire, ça bouge dans tous les sens. Donc, il faut improviser. Donc, moi, je pense que c'est un peu un ensemble de tout ça, même si on a une dominante, comme tu disais, qui existe. En tout cas, je me retrouve là-dedans. Merci, Franck. Merci, Franck. Alors, tiens, il y a une question qui vient d'arriver de Marianne, un témoignage qui dit « Je ne supporte plus de travailler avec ma collègue qui parle tout le temps. » Donc là, on est dans une situation hyper concrète et claire, Nathalie. Je me sens envahie. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu aurais quelque chose à répondre à ça? Si j'étais à ta place, alors moi je suis pour l'authenticité, donc ça serait important de le témoigner et de parler de toi, en fait, de dire que tu as une capacité d'écoute qui parfois est restreinte et d'exprimer que tu as besoin, d'exprimer tes besoins, en fait, que des fois tu as besoin d'être dans le silence et que du coup tu aurais besoin de co-construire avec elle une manière de relationner pour que ça puisse répondre à ton besoin de silence parfois et à son besoin d'expression. Et je t'inviterais pour cette communication à ne pas le faire à la va-vite, mais vraiment de demander à la personne quand est-ce qu'elle est disponible et peut-être de prendre une demi-heure, une heure même, ce serait… Voilà, parce que si en plus tu as accumulé de la frustration depuis pas mal de temps, eh bien, voilà, il va y avoir besoin de poser les choses et au fond d'elle, elle le sent sûrement. Donc voilà, de vraiment poser les choses et d'utiliser la technique de la CNV, quoi, vraiment de parler de toi, de tes besoins. Et voilà, bon, en plus, je sais que voilà, on se connaît, Marianne, et tu as tout à fait les ressources pour le faire. Donc, ouais, voilà, c'est ça, en fait. J'ai entendu Yanis plusieurs fois dire en parlant d'extraversion que des fois, ça peut être douloureux sur le coup de s'entendre dire voilà, que justement c'est compliqué parce que une personne est très extravertie, qu'elle parle beaucoup et que du coup, la capacité d'écoute à un moment donné en face ne suit plus. Mais ça peut aussi lui rendre service vraiment parce que peut-être que ce sera peut-être la première personne de sa vie à lui dire avec beaucoup de bienveillance et à co-construire avec elle une manière de relationner. Et peut-être que du coup, ça va changer sa relation avec plein d'autres gens dans plein d'autres endroits, en fait. C'est juste un aspect de sa personnalité et elle a besoin d'apprendre à bien le connaître et à être en paix avec. Et cette discussion que tu peux avoir avec elle, à mon avis, peut vraiment aider dans ce sens-là. Voilà ce que je dirais. Je peux rajouter un tout petit truc, Nathalie? En Yes. fait, tu as parlé des besoins, effectivement, et puis peut-être aussi, Marianne, parler de tes limites, en fait. Et de dire, écoute, quand tu parles plus et t'es très concrète, plus de 1 minute, par exemple, ou 2 minutes, en fait, je décroche et ça devient désagréable, ça prend toute la place. Et j'ai l'impression, moi, de plus pouvoir respirer. Parler de tes émotions, de ce que ça te fait. Voilà. Et si ça te rend vraiment mal dans ton corps, aussi de le nommer. Voilà. Et c'est ce que Nathalie dit en parlant d'authenticité. Et puis après, laisser la personne responsable de comment elle va le vivre. Ça, elle peut se mettre en colère, elle peut être triste, elle peut être ce qu'elle veut. Après, ça lui appartient. Mais en tout cas, ce qui est important dans le travail qu'on fait avec Nathalie, quand on accompagne les équipes, c'est de les aider à comprendre quels sont leurs besoins, mais aussi quelles sont leurs limites, et pouvoir les exprimer tant que faire se peut. Alors, Nathalie, on a encore une petite minute. Il y avait 2 questions intéressantes. Il y avait Audrey qui disait, tu as évoqué l'énéagramme, comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil? Et puis, il y avait une autre réponse, mais ça n'arrête pas de bouger, parce qu'il y a Élie qui doit répondre. Je commence à répondre à Audrey. Ouais. Comment utiliser l'énéagramme? Alors déjà, pour utiliser l'énéagramme, il faut connaître l'énéagramme. Donc du coup, idéalement, vous faites une formation avec moi, parce que je suis formatrice en énéagramme. Mais il y a aussi plein d'autres, il y a plein d'autres formateurs énéagramme, si vous en préférez un autre. Si vous n'avez pas envie de
d'investir du temps ou de l'argent dans une formation et que vous adorez lire et que vous sentez que vous pouvez aussi lire des livres sur l'énéagramme, je conseille, moi, le grand livre de l'énéagramme des Chabreuil, Fabien et Patricia Chabreuil, qui ont été mes formateurs. Voilà, donc déjà connaître, voilà, de bien comprendre qu'est-ce que le centre émotionnel, parce que là, je vous ai fait une présentation très rapide. Cette présentation-là, normalement, je prends une demi-journée rien que là-dessus en formation. Donc voilà, c'est pour bien comprendre le centre émotionnel, le centre mental et le centre instinctif, il faut prendre le temps d'acquérir les connaissances en formation ou par des lectures. Voilà. Et après, comment on utilise au quotidien l'énéagramme? Eh bien, une fois qu'on a découvert son profil de personnalité, eh bien, c'est par l'observation de soi au quotidien, en fait, vraiment, et d'arriver à... moi, ma conclusion, c'est un peu la clé que je viens de vous donner, c'est connaître ma personnalité. Donc, du coup, en se formant à différents outils de connaissance de soi, l'énéagramme, c'est un parmi d'autres. Et ensuite, de l'assumer, c'est-à-dire vraiment de pouvoir dire... moi, en tant qu'émotionnel, du coup, j'ai besoin de ça. Parce qu'une fois qu'on connaît bien ces différentes parts de sa personnalité, on peut faire parler ces parts et dire de quoi elles ont besoin, quelles sont mes limites, moi, par rapport à ça. Voilà, en tant qu'émotionnel, j'ai vraiment à cœur que dans les réunions, on prenne un temps pour justement concentrer sur le relationnel et à dire comment on se sent, voilà, moi, j'ai besoin de savoir ça en tant qu'émotionnel, ça va me nourrir. Et puis, un autre va dire, moi, en tant que mental, j'ai besoin que là, on prenne vraiment des décisions et qu'on prenne le temps de réfléchir sur cette proposition. Est-ce que vous avez lu le texte de 3 pages que j'ai envoyé? Et puis un instinctif, lui, il va vouloir quelque chose de concret et voilà, qu'on passe à l'action. Voilà. Et donc, du coup, de bien se connaître et ensuite de pouvoir nommer nos besoins et nos limites en fonction de notre personnalité. Alors là, je ne sais pas si c'est mon côté instinctif, Nathalie, qui réagit, mais je te propose de passer à la deuxième séquence pour tenter de respecter ce qu'on avait prévu. Je te remets le chrono sur 8 minutes, si tu peux mettre le tien aussi pour le suivre. Ouais. Et c'est reparti, deuxième séquence. Hop. Alors, je vais de nouveau partager mon écran. Ouais, ça doit être... Non. Alors, j'espère que c'est ça. Vous voyez s'ouvrir à la différence, Élie? Super. Alors, la deuxième clé, du coup, elle découle de la première, et pour moi, c'est vraiment dans cet ordre-là, c'est-à-dire pour que le relationnel se passe bien, donc bien me connaître moi, c'était la première clé, connaître ma personnalité et pouvoir justement exprimer du coup assez facilement, en tout cas de plus en plus, parce que c'est un chemin, hein, de plus en plus facilement, quels sont mes besoins, quelles sont mes limites en lien avec ma personnalité. Et bien sûr, comme il y a plusieurs personnes l'ont dit, rien n'est figé. Il y a un jour où je vais avoir plus besoin de ci ou de ça. Voilà, mais la personnalité, c'est quelque chose de très mouvant aussi, mais en tout cas, de pouvoir se connaître et assumer et oser poser nos besoins. Donc, la deuxième clé, c'est moi, j'ai des besoins, mais l'autre aussi. Et j'ai des limites, et l'autre aussi, en face, il a des limites et des besoins. Et donc, du coup, ça va me demander, si je veux que le relationnel se passe bien, de m'ouvrir à la différence qui est face à moi. Et des différences, il y en a plein, plein, plein. Ça peut être simple des fois, et des fois, ça peut être compliqué. Des fois, il y a des gens qui sont différents de moi, et je trouve ça plaisant, amusant, voire très stimulant, nourrissant, enrichissant. Et il y a des fois où j'ai l'impression que ça vient, c'est douloureux à l'intérieur, ça vient heurter mes valeurs, où je ne comprends absolument pas, et voilà, je vais être soit déçue, soit ça va me mettre en colère, ou ça peut me faire peur. Voilà, donc du coup, je vais vous présenter un outil, donc voilà, certains connaissent, un outil, c'est un schéma en fait, qui montre, à mon sens, une des grandes différences fondamentales qu'on va retrouver et qui va vraiment venir heurter et créer de la complexité et de la difficulté dans les relations. C'est la grande difficulté, pour ceux qui connaissent la spirale dynamique, à mon sens, c'est aussi... il y a le côté gauche de la spirale avec les couleurs chaudes et le côté droit de la spirale avec les couleurs froides. Et il y a vraiment une grande différence entre les deux. Et là, ce schéma-là explique bien cette grande différence aussi. On retrouve donc le premier axe là-haut, c'est l'axe de l'efficacité. On a tous en nous les deux. Hein. C'est un petit peu comme émotionnel, mental et instinctif. On a en nous ces deux axes, mais il y en a un qu'on va privilégier. Alors, soit on a une tendance forte à privilégier fortement l'un, donc par exemple, je suis très branchée efficacité d'une manière générale, ou je suis très branchée relation à l'autre d'une manière générale. Ça peut aussi bouger en fonction des moments, en fonction des groupes avec lesquels on est.
Donc voilà, en tout cas, on va retrouver à l'intérieur de nous ces deux axes. Soit je prends soin, je suis en mode j'ai envie de produire quelque chose, de travailler, de faire, et je vais prendre en compte mes propres besoins et mes idées, et je vais les positionner dans le groupe, dans la relation à un autre. Soit je suis sur l'axe de la convivialité, j'ai envie de passer un bon moment et je vais plutôt me concentrer sur la relation à l'autre. Alors, si je suis très branchée efficacité à un moment donné et pas trop convivialité, je vais être plutôt compétitif. Par exemple, l'exemple que j'aime bien donner en général, c'est pour les jeux de société. Les gens qui veulent gagner, en général, ils ont plutôt une tendance compétitive, même si ça ne les définit pas de manière totale et absolue, mais en tout cas, voilà, on a des tendances fortes, et il y a des gens qui vont avoir des tendances compétitives. Moi, par exemple, quand je joue à un jeu de société, j'ai envie de gagner. Je vois Elie qui sourit, parce que j'ai déjà joué pas mal de fois avec lui, et il me connaît bien dans cet aspect-là de ma personnalité. J'ai envie d'amener ma solution dans les groupes dans lesquels je suis, j'ai des idées, j'ai envie de les apporter, et du coup, comme je suis dans la compétition, je suis contre les autres. Les personnes qui se préoccupent pas trop de l'efficacité ni de la convivialité peuvent être à un moment donné en retrait. On a tous vécu ça, des fois dans des réunions, dans des groupes, où on sent qu'on n'a pas trop d'idées à apporter et on n'est pas trop bien avec les autres, soit parce qu'on n'a rien à faire là, soit parce que ce jour-là, on est préoccupé par autre chose, ou parce que il y a trop de tension et on voudrait avoir plus de tranquillité, et bien du coup, on se met en retrait, on ne participe pas, l'énergie, elle est plutôt sans, quoi. Voilà, on ne donne pas. Les personnes qui, à un moment donné, s'occupent beaucoup de la relation à l'autre et sont fortement sur l'axe de convivialité, sans forcément prendre en compte l'axe de l'efficacité, sont dans l'accommodement. Ce qui compte pour elles, c'est la convivialité. Elles vont être d'accord avec les solutions apportées par les compétiteurs en général. Leur énergie, elle est plutôt pour. Voilà, parce qu'elles ont envie que ça se passe bien. C'est des personnes soit qui vont aimer faire des blagues en réunion ou faire en sorte que tout le monde se sente bien. Voilà. Idéalement, pour que le relationnel se passe bien dans une organisation, on va essayer d'amener tout le monde avec leur énergie, avec leurs idées, avec leur personnalité, dans un même espace qui est l'espace de la coopération, où on va prendre en compte les deux axes, c'est-à-dire on va prendre en compte de l'humain, voilà, les organisations vont devenir de plus en plus humanistes, et on va prendre en compte la performance. On ne va pas en mettre un de côté plus qu'un autre. On va essayer de chercher ensemble notre solution, et l'énergie, elle est plutôt avec. Donc la coopération, moi souvent j'ai tendance à dire qu'on a tous des tendances naturelles qui évoluent avec le temps et avec les situations. Voilà, soit on a une tendance compétition, une tendance retrait, une tendance accommodement, et que la coopération, ce n'est pas une tendance, c'est quelque chose qui se construit en fait. Et ça se construit comment? Eh bien, en créant un cadre de sécurité et en travaillant sur les outils. Il y a plein d'outils en intelligence collective, voilà, et en travaillant la posture pour les managers par exemple. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui se construit avec le temps, petit à petit, ensemble, pour justement prendre en compte l'axe de la convivialité et l'axe de l'efficacité, et pas l'un ou l'autre, mais les deux. Voilà, ça c'est la troisième clé. Et donc, j'ai fini. J'ai pris moins de 8 minutes, c'est parfait. Et je cherche à arrêter de partager mon écran, voilà. Et donc, je propose à Elie de lancer le deuxième sondage. Quelle est votre tendance dominante en équipe? Est-ce que vous êtes plutôt travail, voilà, quand vous arrivez au travail le matin, voilà, c'est pour produire, c'est pour remplir vos missions. Voilà, on vous a peut-être déjà reproché d'être un peu trop sérieux. Ou, en tout cas, pour vous, ce qui compte, c'est vraiment de produire, de faire, d'être efficace. Ou alors, c'est pour vous plutôt d'abord la convivialité, les relations humaines qui comptent, c'est vraiment important pour vous, et l'efficacité, ça viendra après. Ou alors vous vous sentez déjà équilibré dans ces deux aspects, parce que vous avez déjà travaillé justement toutes ces notions de coopération, d'intelligence collective, ou dans votre personnalité, c'est déjà d'emblée comme ça. Ou alors vous avez du mal à définir aujourd'hui. Je ne suis pas très surpris des résultats. Vous allez les découvrir dans un instant. En attendant, ouais, peut-être demander à Lucie, je ne comprends pas ta question. Votre outil peut-il être utilisable si on l'affiche avec votre nom? Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire, si tu peux C'est le schéma, je pense. Est-ce que le schéma peut être utilisé? Oui, mais avec votre nom. Je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Avec le nom de… Alors, sur le site d'Alter Ego, parce qu'on vient de passer à Cohésion, mais le site d'Alter Ego est toujours actif, je crois que le schéma est en ligne, avec la licence Creative Commons qui va bien. Ah. Mais c'est à vérifier, en tout cas. Vous avez mon mail, comme vous êtes inscrit au webinaire, vous avez mon mail et vous pouvez me demander la version Creative Commons, je pourrais vous l'envoyer par mail. Je viens de comprendre la question grâce à ta réponse, Nathalie, c'est bon. Alors, le résultat. 82% se sentent équilibrés. Wouhou! C'est chouette, ça. C'est un peu pour ça que, moi, tu vas dire, Nathalie, ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que le public de Cohésion Internationale, les gens qui sont intéressés par nos interventions, nos accompagnements, nos formations, sont des gens qui ont déjà effectivement en eux cette notion de facteur humain qui est déjà bien présente. Parfois, j'ai reconnu certains noms, donc je ne vais pas dire qui, mais parfois des gens qui ont bien souffert dans leur entreprise, qui étaient justement confrontés à une hiérarchie qui ne prenait pas en compte ce facteur, le facteur relationnel, et du coup, qui, après avoir pas mal souffert, ont décidé de quitter leur boîte et qui se rapprochent de nous pour voir comment on peut manager, comment peut-être créer une nouvelle boîte avec des règles du jeu différentes pour trouver un équilibre entre les deux. Mais on a quand même 2 personnes qui sont vachement axées performance. Donc pour eux, c'est super nouveau ce que tu viens de raconter. Nathalie, tu voulais commenter sinon les résultats? Oui, alors c'est un peu en lien avec… je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont répondu qui se sont équilibrées entre ces 2 aspects et c'est justement ce qu'on cherche à faire et c'est chouette. Peut-être que j'ai mal formulé ma question. Je crois que, ouais, c'est ça, tendance dominante. Je n'ai pas été peut-être assez claire. Moi, j'ai clairement une tendance dominante. Quand je rentre en espace de travail, clairement, c'est d'abord l'axe de l'efficacité qui compte pour moi, en fait. La coopération, c'est une posture que je vais travailler et que je vais, au fur et à mesure, développer en moi. Mais il y a des fois où je sors de cette posture, en fait. Il y a des fois où je me surprends à me sentir agacée parce qu'une réunion ne va pas assez vite, parce que j'aurais pas aimé que ça se passe comme ça, parce que j'ai une meilleure idée, et où je sens ma tendance naturelle à vouloir voilà, l'efficacité, que ça avance, et que ça avance dans le sens que je veux. Et voilà, moi je continue à être persuadée que la coopération, c'est vraiment quelque chose qui se travaille au quotidien et qu'on peut effectivement développer cette posture et qu'elle soit vraiment ancrée en soi. Mais ouais, l'idée du sondage, c'était plutôt de sentir quelle est votre première tendance, avec quoi voilà, le premier élan avec lequel on arrive en fait. Il y a des gens qui se reconnaissent ouais, voilà, dans la compétition, ils aiment travailler, ils aiment gagner, ils aiment avancer. Il y a des gens pour qui c'est plutôt la relation à l'autre vraiment qui est primordiale et d'autres qui vont avoir une posture naturelle de retrait un petit peu partout et qui, eux, vont devoir, s'ils veulent aller vers la coopération, bah, justement s'intéresser davantage à la performance et à la relation à l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas fait attention. En fait, on continue pas mal dans les questions à réagir. Donc, je ne vois pas beaucoup de questions. Alors, peut-être Céline, comment peut-on ramener les gens qui sont dans le retrait dans la coopération? Bonne question. Salut Céline. Qui sont dans le retrait, alors soit comme je disais, c'est une tendance naturelle. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais dans chaque tendance, je peux repartager mon écran vite fait. Dans chaque tendance, il y a vraiment quelque chose de positif à apporter dans l'espace de la coopération. Les gens qui sont compétiteurs, ils ont beaucoup d'énergie, ils sont concentrés performance, ils ont plein d'idées. Donc, du coup, dans l'espace de coopération, ils vont venir avec toutes ces idées. Oui. Nathalie, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu aurais posé quelque chose sur ton ordi? On t'entend moins bien que tout à l'heure. Non, j'ai rien fait. Un truc devant ton micro? Non, non. Ok, moi je te laisse reprendre, mais bon. J'essaie de parler plus fort, ok. Les personnes dans l'accommodement, ce qu'elles apportent, c'est leur sens du relationnel, l'humanisme, l'attention à l'autre. Et les personnes dans le retrait, eh bien, elles permettent au groupe de prendre du recul, d'avoir une vision calme, distanciée en fait de la situation. Et donc, déjà, c'est de voir en fait si on veut amener une personne qui est dans le retrait dans la coopération, ce serait déjà de valoriser en fait ce qu'elle amène de positif dans le groupe. Et après, d'essayer de comprendre, est-ce qu'elle peut juste amener cette valeur dans l'espace de la coopération? Ou alors, si elle est en retrait parce qu'elle est en souffrance, de comprendre pourquoi elle est en souffrance.
Et il y a plein de choses qui dans les organisations qui expliquent pourquoi les gens sont en souffrance, s'ils ne peuvent pas s'exprimer, s'ils peuvent pas, s'ils n'ont pas d'espace pour faire des propositions, par exemple, s'ils ne peuvent pas poser des objections, s'il y a des choses qui dépassent clairement leurs limites, eh bien, ces personnes sont en souffrance. Un introverti, par exemple, qui justement est complètement noyé parmi plein d'extravertis. Enfin, il peut y avoir plein de raisons qui font qu'une personne est en retrait. Et si on agit sur la raison, eh bien, du coup, il n'y a plus de raison après qu'elle n'ait pas envie de rejoindre l'espace de coopération. Voilà. Ok, alors sinon, je vois qu'il y a pas mal de réactions à droite et à gauche, parce que moi, sur la gauche, j'ai les questions qui, en fait, sont des réactions, et à droite, c'est effectivement, par exemple, le témoignage de François qui nous dit il me semble que les personnes se mettent aussi dans une posture pour se protéger, même si cela ne les représente pas. Elles peuvent espérer la coopération, mais ne pas oser. Tout à fait, je partage. Et puis, toujours le même François qui dit est-ce un effet de groupe? Comment fait-on? Alors François, c'est comment fait-on quoi? Comment fait-on pour amener les gens qui ne sont pas dans le bon espace, dans l'espace de coopération? Oui, c'est ça. Nathalie, tu veux dire quelque chose, mais rapidement avant de passer à la suite. Oui, en fait, idéalement, c'est de se faire accompagner par un spécialiste de la coopération, de se former aussi et puis d'amener les outils auxquels on s'est formé en groupe. Mais en gros, c'est installer un cadre de sécurité dans lequel chacun va pouvoir s'exprimer sur ses besoins et pouvoir poser ses limites, apporter ses idées, répartir la parole avec un animateur qui permette que les introvertis et les extravertis puissent s'exprimer de manière à peu près équilibrée, travailler, amener des outils d'intelligence collective, travailler sur la posture. Il y a tout un tas d'outils en fait et de formations possibles pour créer la coopération. Et puis il y a une question de Franck. Est-ce qu'il y a un aspect culturel? Alors Franck est français et il vit au Québec, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il pose la question, mais peut-être aussi que c'est en lien avec la manière dont est composée sa boîte. Il dit, est-ce qu'il y a un aspect culturel et comment l'appréhende-t-on dans un contexte de diversité? Alors, j'ai pas énormément voyagé, mais j'ai envie de dire oui, il y a un aspect culturel. Clairement, le peu que j'ai entendu sur comment travaillent les Japonais, je me rappelle au lycée avoir lu des choses qui m'avaient complètement époustouflée, de me dire waouh, ça se passe comme ça là-bas. En Allemagne, enfin voilà, effectivement, ce schéma que je viens de vous montrer, il y a des pays où voilà, on va l'axe de la convivialité, de la relation à l'autre, il va être plus ou moins pris en compte. Disons que l'équilibre entre les deux, voilà, il va être différent d'une culture à l'autre. Et comment faire avec la diversité? Justement, dans la coopération, c'est très inclusif. C'est-à-dire la diversité, dans la compétition, par exemple, elle pose problème, la diversité. Parce que c'est ton idée contre la mienne et j'ai envie que ce soit mon idée qui gagne. Et donc, ça crée des tensions, de la souffrance au travail. Alors que dans la coopération, on aime la diversité parce que plus il y a de diversité, plus il y a de richesse, plus il y a d'intelligence. Si on a les bons outils, en fait, pour prendre des décisions grâce à la diversité, et pas en dépit des diversités, mais grâce à la diversité, eh bien, c'est vraiment une richesse qui est encouragée, en fait, la diversité. Mais il faut les bons outils, effectivement. On peut rajouter, tu me permets, Nat, de rajouter un petit truc? Ouais. Tout à fait. Sur la question de la diversité, alors, ou plutôt d'abord l'aspect culturel, il semblerait que tout groupe humain a comme une personne, une typologie de personnalité. Et parfois, on dit que la personnalité du groupe, elle est proche de celle de son chef, quand il y a un chef. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais voilà. Et c'est vrai que, tu vois, entre le Québec, par exemple, que tu connais bien maintenant, et puis la France, toi, tu dois sentir très fort les différences de mentalité. On parle souvent de mentalité, pour faire référence peut-être à ce côté culturel. Cependant, que ce soit au Québec ou en France, on a tous, dans le monde entier, des personnalités qui sont décrites dans l'outil de l'énéagramme ou le MBTI ou les autres outils en psychologie un peu moderne et positive. On a tous des personnalités différentes et du coup, plus on les connaît, comme disait Nathalie tout à l'heure, plus on va être en mesure de mieux comprendre nos propres réactions, nos manières de voir les choses et puis aussi plus en mesure de comprendre les personnes qui sont en face de nous. Donc là où il y a quelques années, j'aurais réagi inconsciemment en me disant « mais cette personne-là vient de dire un truc qui est absolument stupide, je ne comprends pas sa réaction,
Ou alors, moi qui suis un mental, je me rappelle de collègues qui pleuraient lors des réunions. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse se mettre à pleurer en réunion professionnelle. Quel mélange entre voilà, justement ce que je pensais être le professionnel, c'était uniquement ce qui était de l'ordre mental. Et avec cette connaissance que j'ai acquise ces dernières années, je comprends que maintenant, je peux, en tant que manager, prendre en compte les émotions des personnes qui sont en face de moi, même si je vais avoir du mal à les comprendre parfois, mais voilà, sous forme de questions, justement, dire qu'est-ce qui se passe, ok, et ne pas juger, en tout cas, les émotions des personnes dans mon équipe, par exemple. Alors, il y a Rodolphe aussi qui pose une question. Êtes-vous intervenu dans des coopératives fondées sur la coopération pour remédier et dynamiser des coopérations? Tu veux que je réponde, Nat, ou tu réponds? Ouais. Donc oui, effectivement, ça c'est une question qui revient souvent. On a l'impression que parce qu'une organisation s'est organisée sous forme de coopérative, donc a adopté un statut juridique coopératif, que ce soit en France, SCOP, SIC ou autre, ça va fonctionner de manière coopérative. En fait, pas du tout. Alors, les statuts, par exemple, SCOP, peuvent aider. Voilà, un homme, une voix, ça enlève un petit peu du côté compétitif qu'on peut retrouver lors de certaines AG, etc., où on essaye de faire passer à la majorité un certain nombre de décisions contre une minorité. Mais finalement, on retombe quand même, dès lors qu'on a recours au vote à la majo, on peut retomber dans des prises de pouvoir. Et puis au-delà de ça, dans la gestion quotidienne d'une coopérative, si le mode de management il est pyramidal classique et qu'on est tous dans cette inconscience dans laquelle on est avant de se former à tous ces outils, ma foi, on va gérer exactement comme dans une entreprise classique. On a même vu, tu vois, je vais répondre, je vais aller plus loin par rapport à ta question, on a même vu avec Nathalie des entreprises très classiques dont on avait des jugements en se disant, chez eux, ça ne doit pas être terrible. Dans la métallurgie, par exemple, j'avais pas mal de jugements là-dessus. Et en fait, ils avaient un fonctionnement hyper coopératif, on ne leur a pas apporté grand-chose. Et à contrario, dans des coopératives qui se disent très en avance au niveau coopératif, on voit que pas du tout, et qu'il y a tout à apprendre parfois. Voilà. Nathalie, on va passer à la suite. Troisième séquence, je te laisse remettre ton chrono, même si je vois que tu respectes merveilleusement bien. Tu n'es pas si extraverti que ça, toi, alors. Hein. Allez, c'est parti. Alors, je partage mon écran. Hop, ça doit être ça. Donc, la troisième séquence, du coup, si je résume, première séquence, j'apprends à connaître ma personnalité et à l'assumer, à pouvoir dire clairement quels sont mes besoins et mes limites. Dans le deuxième clé, eh bien, c'est rejoindre l'autre dans sa particularité, dans sa différence, donc créer un espace de coopération où la diversité des personnalités va pouvoir travailler ensemble. Et enfin, pour aller vraiment encore plus loin pour travailler le relationnel et pour faire en sorte que voilà, on soit dans des organisations qui soient de plus en plus humanistes et performantes, eh bien, c'est de développer son leadership coopératif. Alors pour ça, on a mis au point, on a nommé, on a listé 5 pouvoirs de la coopération. Donc le premier qui est vraiment fondamental, sur lequel tout s'appuie à mon sens, c'est le pouvoir d'écoute. C'est vraiment justement, si je veux pouvoir bénéficier de la richesse de la diversité de l'autre, de sa différence, de ce qu'il a lui à apporter et que moi, qui est moins développé chez moi, eh bien, c'est de l'écouter. Et donc, alors, ça s'adresse surtout aux extravertis qui ont tendance à couper la parole, parce qu'un extraverti, quand il écoute quelqu'un, ça le fait réfléchir, comme un introverti d'ailleurs. Mais un extraverti, du coup, quand il commence à réfléchir, il a envie de parler. Donc, du coup, il va avoir tendance à avoir naturellement tendance à couper la parole. Donc, du coup, voilà, attention pour les extravertis de vraiment laisser une personne s'exprimer jusqu'au bout. Donc, nous, dans nos réunions, dans les ateliers d'intelligence collective, il y a un animateur qui répartit la parole et on utilise aussi des petits trucs. Voilà, quand je commence à parler, je dis je prends la parole, et quand je termine de parler, je dis je laisse. Ce qui permet vraiment de signifier, voilà, entre je prends et je laisse, c'est mon espace de parole et on ne me coupe pas la parole. Comme ça, je peux vraiment exprimer mon idée jusqu'au bout. Le deuxième pouvoir, le deuxième super pouvoir, eh bien, c'est le pouvoir d'expression. Pour pouvoir que l'autre puisse m'écouter, il faut que je m'exprime. Et j'ai parlé d'authenticité tout à l'heure, ça me paraît vraiment important.
d'exprimer ce que je vis avec authenticité. C'est-à-dire, si quelque chose m'agace, eh bien, et si je vis quelque chose, si je vis pas très bien quelque chose dans la relation avec un collègue ou dans la manière dont mon service est organisé, eh bien, c'est important que je puisse le dire, en fait. Alors, pas n'importe comment. Voilà, dire à l'autre qu'il est un con, c'est pas quelque chose que je recommande fortement. Mais par contre, de dire je suis agacée ou je vis mal ceci, ou voilà, et d'avoir des espaces où je peux m'exprimer, de créer des espaces en fait où on peut déposer des suggestions, des propositions qui seront pas qui sont ensuite vraiment traitées. C'est-à-dire pas juste une boîte à idées qui n'est jamais lue par personne, mais vraiment voilà, créer des espaces où on peut faire des propositions et que ces propositions sont traitées par le groupe, en tout cas par les personnes qui sont concernées par cette proposition. Donc voilà, pouvoir d'expression. Eh bien justement, bah oui, j'ai pris un petit peu d'avance en parlant du pouvoir de proposition. Ça va un petit peu plus loin que le pouvoir d'expression. L'expression, c'est voilà, de comment je vis les choses, bien, mal, etc. Et donc du coup, si je vis bien les choses, bon, bah, voilà, ça se passe bien et c'est important de le dire. Mais si je vis pas bien les choses, eh bien du coup, de pas juste dire j'aime pas ça ou je le vis pas bien, mais du coup de faire une proposition concrète visant à satisfaire mes besoins. Donc, et de sortir de la critique directe ou en douce dans les couloirs avec une autre personne, mais justement avoir un espace où je peux faire une proposition concrète visant à améliorer la situation et qu'ensuite cette proposition elle soit traitée en collectif. Je suis également responsable de la considération de mes limites, donc je peux faire des propositions, mais je peux aussi, si quelqu'un fait une proposition ou s'il y a une situation qui est en cours qui ne me convient pas, si vraiment ça dépasse mes limites, eh bien c'est d'utiliser mon pouvoir d'objection. Voilà, ça aide beaucoup aux relations quand on a la liberté de faire des propositions et de poser une objection quand quelque chose dépasse nos limites. Eh bien, ça permet vraiment à chacun de s'empuissancer, de sentir justement qu'il fait partie pleinement de l'organisation et qu'il est un acteur important. Et on installe peu à peu la notion d'équivalence grâce à ces pouvoirs. La notion d'objection, je fais juste une petite aparté, elle est vraiment sensible parce que c'est pas je ne suis pas d'accord ou j'aime pas, c'est vraiment ça dépasse mes limites. Et ça, c'est tout un travail. Voilà, dans nos formations, justement, on apprend à travailler là-dessus et à définir clairement, en tout cas de plus en plus clairement, parce que c'est pas forcément évident, mais en tout cas d'essayer de déterminer est-ce que juste l'idée me plaît pas, est-ce qu'il y a un souci relationnel avec la personne et donc du coup j'ai envie de dire que ça me plaît pas, ou alors est-ce que j'ai vraiment une objection, ça dépasse clairement mes limites, ça ne correspond pas à mes valeurs, etc. Et ça, c'est un tri à faire à l'intérieur de soi qui est hyper intéressant à faire et voilà, moi j'aime bien prendre le temps de le faire, quoi. Et enfin, le dernier pouvoir de solidarité. Donc je prends en considération mes besoins et mes limites, et du coup, en face de moi, il y a une personne qui a également des besoins et des limites, et je vais faire en sorte, dans la limite de mes limites, de l'aider à satisfaire ses besoins et à respecter ses limites. On peut aider une personne, par exemple, qui ne va pas bien, soit qui est plutôt dans le retrait, et donc du coup qui dit rien, mais on sent qu'elle ne va pas bien, ou alors une personne qui va être ronchon, ou qui va être très critique. On peut l'aider à formuler, voilà, de quoi tu aurais besoin, quelle proposition tu pourrais faire, par exemple. Ou alors, je sens que tu as une objection à ce qui est en train de se passer, est-ce que tu peux la formuler? Voilà une manière d'être solidaire. Donc voilà, ces 5 pouvoirs, ils se développent par l'intention. Voilà, on peut avoir l'intention de se dire, voilà, maintenant je vais développer mon pouvoir d'écoute, je vais essayer de faire attention à m'observer, est-ce que j'ai tendance à couper souvent la parole aux gens ou pas? Pouvoir d'expression, de poser l'intention de se dire, tiens, il y a quelque chose avec un collègue que je vis mal depuis un certain temps, allez hop, demain, je lui propose de prendre un temps d'échange en toute authenticité pour pouvoir dire, voilà, quels sont mes besoins et mes limites, de parler de soi, hein, bien sûr, de ne pas parler de l'autre. Et puis, voilà, au niveau organisationnel, est-ce qu'il existe des espaces où je peux faire des propositions? S'ils n'existent pas, peut-être de faire la proposition, justement, qu'ils existent. Comment, voilà, est-ce que j'ai la possibilité d'émettre une objection quand j'ai une réelle objection à poser? Et à quel point je suis, voilà, où j'en suis par rapport à la solidarité? Est-ce que j'ai tendance à être le sauveur et à surprotéger mes collègues, voilà, ou alors est-ce qu'au contraire, je suis complètement détachée et chacun se débrouille? Voilà, où j'en suis dans ma relation à l'autre et le soin que je mets à la relation et l'attention. J'arrête mon partage d'écran et j'ai fini avec ma séquence. C'est super. Est-ce qu'il y avait un petit sondage là maintenant? Tout à fait. Il est parti. Je vous laisse 1 minute 30 pour y répondre.
Donc la question, c'est bien actuellement, hein, comment vous vivez votre environnement relationnel. Est-ce que tu as envoyé les résultats, Élise, parce que je ne les vois pas? Non, non, pas encore. Là, c'est bon. Je mets fin au sondage. Ok. Hop, et je vous partage le résultat. Tac. Je te laisse commenter, Nathalie. Je fais des captures d'écran ici. En même temps. Eh bien, Pendant que Nathalie, pardon, excuse-moi 2 petites secondes, Nathalie. Pendant que Nathalie, du coup, commente le sondage, n'hésitez pas à poser vos questions sur cette séquence. Et attention, vos questions de clarification sont bien à noter dans le Q&R pour questions et réponses. À toi, Nathalie. ok. Eh bien c'est assez partagé. Alors, il y a peu de personnes qui le vivent vraiment difficilement. Donc, j'ai envie de dire tant mieux pour la globalité. Après, pour ces 9%, ben, moi, j'aurais envie de vous conseiller de faire quelque chose. Enfin, voilà, on peut tous, comme l'histoire du colibri, faire notre part et ne serait-ce que faire des propositions. Voilà. Ou utiliser son pouvoir d'expression pour aller dire si c'est difficile avec certaines personnes en particulier, ben voilà, de se lancer. C'est pas forcément évident et des moments où voilà, c'était compliqué d'aller oser dire, mais ça fait tellement bien une fois que c'est vu. Après, effectivement, il y a des personnes qui reçoivent c'est plus ou moins ouvert l'espace de discussion. J'ai cru voir passer une question comment faire avec une personne qui refuse la discussion. Ben, je dirais que ça dépend de l'impact que ça a sur notre travail, en fait. Si ça a peu d'impact, ben, du coup, on ne peut pas forcer les gens à discuter. Donc, ben, à un moment donné, lâcher prise. Après, si ça a un impact, eh bien, peut-être demander de l'aide à l'extérieur pour une médiation en interne, une personne qui aurait voilà, des qualités qu'on reconnaît de médiation, bah, demander à ce qu'une personne soit présente, lui demander de faire preuve de neutralité bah, voilà, pour que chacun puisse s'exprimer et rappeler chacun, enfin, voilà, inviter chacun à parler de soi et non pas de l'autre, de ses besoins, voilà. Et sinon, demander de l'aide extérieure, il y a des médiateurs qui font très bien ça. En tout cas, enfin, moi, voilà, je sais pas en fonction des ressources disponibles, mais ça me semble vraiment important. Et en tout cas, de pas rester dans une situation qui est vraiment difficile à vivre, en fait. Au revoir, Elodie. Voilà, d'essayer d'en sortir d'une manière ou d'une autre et de jamais lâcher. En tout cas, souvent je dis, il y a une différence entre les stratégies qu'on utilise pour répondre à nos besoins. Donc les stratégies, elles peuvent être diverses et variées, il y en a plein en fait. Et ça, du coup, s'il y en a une qui marche pas, faut en essayer une autre. Demander à la personne aussi quelle serait sa stratégie, voilà, pour régler un conflit par exemple. Si vous avez une idée et que l'idée ne plaît pas à la personne, bah ok, toi, ce serait quoi ton idée? Et puis d'essayer d'expérimenter autre chose. Donc voilà, d'essayer plein de stratégies, mais de jamais lâcher sur votre besoin. Si vous avez un besoin d'harmonie, eh bien, vous l'aurez toujours tant qu'il ne sera pas satisfait. Et donc, du coup, il faut chercher sans cesse le moyen pour satisfaire ce besoin, en fait. Merci, Nathalie. Voilà. On horloge. Ah, il est 14 heures. Donc, Nathalie, petite question posée par François. Quel format de groupe préconisez-vous pour que l'ensemble des pouvoirs de la coopération puissent être mis en œuvre? Est-ce qu'il y a une limite? C'est une bonne question. Moi, je suis assez optimiste, j'ai envie de croire qu'il n'y a pas de limite, que même à un niveau mondial, on pourrait fonctionner en coopération. Après, je pense que ça prend beaucoup de temps et que c'est plutôt petit groupe par petit groupe. J'ai souvent la notion de 15 personnes. Enfin, en tout cas, je pense à la prise de décision, si on veut vraiment qu'elle soit coopérative, avec l'outil de décision par consentement, par exemple, qui est utilisé en sociocratie. Je crois que ça peut être plus que 15 personnes, mais dans ce cas-là, il faut que les personnes connaissent très bien l'outil et soient hyper habituées. Mais pour un groupe débutant, ça sera un grand maximum, en fait, au début. Donc, commencer équipe par équipe, voilà, groupe par groupe. Après, peut-être ce qu'on peut rajouter, François, c'est que, tu vois, dans les accompagnements qu'on fait, où on s'inspire de la sociocratie, effectivement, on va vérifier que chaque groupe est composé de 12, 15 personnes maximum.
Alors, il semblerait, d'après les neurosciences, que c'est 12 en fait. C'est même pas 15, c'est 12. Et qu'au-delà de 12, il y a des choses qui fonctionnent plus bien et qu'un manager, par exemple, ne peut pas manager correctement plus de 12 personnes. C'est déjà beaucoup. Mais en tout cas, l'idée, c'est de subdiviser effectivement l'organisation en sous-groupes de, on va dire, jusqu'à 12 personnes et de mettre en place tout un tas de règles entre ces sous-groupes pour que ces règles qu'a énoncé Nathalie et puis ses pouvoirs puissent se diffuser dans l'organisation. Voilà. Donc, c'est un peu complexe, on ne peut pas en parler aujourd'hui, mais on en parlera lors de nos prochains webinaires. Il y a Ellie qui me fait signe que ce serait bien qu'on fasse un petit peu de participatif et donc je propose à l'un d'entre vous de bien vouloir prendre la parole pour nous dire, on est bientôt sur la fin du webinaire, un petit peu ce que vous en avez retenu, pensé, apprécié ou au contraire, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. La parole est à vous. Donc là, ce n'est pas une question, c'est une réaction. Alors, pour que je vous donne la parole, il faut que vous leviez la main pour savoir à qui donner la parole. Alors, ça ne sert à rien de lever la main devant son ordi, on ne vous voit pas. Il faut lever la main en cliquant sur quoi, Élie? Sur lever la main, je pense qu'il y a un petit… je ne l'ai pas, moi, le symbole, mais normalement, vous avez une petite main. Ouais. On espère que quelque part, vous avez un symbole lever la main. François, je vous donne la parole. Alors, il faut que vous activiez votre micro. C'est Alt A. Ok, ça marche. C'est bon là? Oui, c'est bon. Ok. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, très court aussi, bien sûr, par rapport à ce que ça cache. Concrètement, c'est quoi la suite, en fait? Moi, c'est ça que je suis en train de me poser comme question pour que finalement, qu'on passe du rêve à la réalité. Moi, c'est là où j'en suis, en tout cas, par rapport à ce qui a été dit, puisque moi, je considère que la coopération et d'une manière plus globale, la mutualisation sur le territoire, en tout cas sur lequel moi j'exerce, c'est l'avenir. Donc, voilà ce que j'avais à dire, très intéressant. Je m'investirai, je pense, dans les prochains mois sur la mise en œuvre opérationnelle de tout ça. Et je pense qu'il faut quand même, oui, si j'ai envie de le dire quand même, c'est pas à la portée de n'importe qui, c'est qu'il faut quand même déjà amorcer soi-même un chemin personnel et professionnel. Vous l'avez dit au début, et je trouve que c'est bien de le dire, mais peut-être d'insister plus là-dessus parce que moi, j'ai avancé déjà, mais je vois bien qu'il y a quand même un fossé entre ce qu'on nous vend au quotidien et ce qu'on souhaite au plus profond de nous. Voilà, donc ça se fait pas du jour au lendemain. Bon, voilà, je m'arrête là. Merci en tout cas à vous. Et merci d'avoir affiché. Alors, c'est quoi? C'est la suite là qui est affichée. J'ai pas eu le temps de lire. J'ai commencé à répondre à ta question. Tu as commencé par la question, c'est quoi la suite en fait, pour passer de ce beau rêve qu'on t'a présenté aujourd'hui à la réalité et transformer la réalité. Donc là, une des suites possibles, c'est effectivement de vous inscrire sur les formations que Nathalie et moi on donne. Donc sur ce que vous voyez, il y a d'un côté les 3 formations de Nathalie, travailler ensemble avec nos différents profils de personnalité. Donc là, forcément, c'est très en lien avec le webinaire d'aujourd'hui. Il y a aussi travailler ensemble malgré nos désaccords et nos différences, où là, Nathalie va creuser beaucoup plus en profondeur toute la question de conflit, de gestion de nos tensions, etc. Et puis, derrière, il y a aussi l'outil Nathalie Spirale Dynamique, dont elle a parlé très rapidement tout à l'heure. Et puis, il y a la communication professionnelle, établir des relations de confiance, où là, Nathalie approfondit une manière de négocier dans nos relations. En fait, on est constamment en train de négocier sans forcément en avoir toujours conscience. Et souvent, on fait des propositions, où on a des idées, mais on n'est pas toujours clair sur est-ce que c'est une idée ou une proposition que j'ai. Et finalement, pourquoi je suis tendu quand on dit non? Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être qu'il y a des besoins derrière, etc. Donc ça, c'est toute la partie de Nathalie. Puis moi, je vais plutôt intervenir sur la partie plus outillage avec la formation animée des réunions d'équipe qui soit coopérative.
Voilà, parce qu'on voit qu'il y a souvent pas mal d'inefficacité et l'endroit où parfois le relationnel n'est pas bien pris en compte, c'est lors des réunions. Animer son CODIR en intelligence collective, c'est un peu la même chose, mais là, c'est spécifique pour les CODIR, les comités de direction. Et puis, une formation sur manager en coopération avec la sociocratie. Donc là, c'est une formation qui est plus complète. On va moins s'attarder sur les outils d'animation des réunions, mais plutôt sur tout ce qu'il y a autour. Comment on fait pour, justement, c'était votre question aussi, François, tout à l'heure, comment on fait pour diffuser dans une organisation de manière la plus globale possible, de manière méthodologique, des choses qui vont permettre de vivre la coopération pleinement. Voilà, et que chacun ressente qu'effectivement, il vit cette coopération. Et c'est pas simplement en améliorant les réunions, c'est en améliorant l'organigramme. Donc, on va se poser la question de l'organigramme. C'est en améliorant aussi la posture des managers, et donc on va travailler sur la posture des managers. Et puis une dernière formation que j'anime, c'est concevoir et animer une démarche participative, puisque on s'est inspiré aussi de la sociocratie pour voir que tout projet, dès lors qu'on veut qu'il soit participatif, eh bien, on peut s'inspirer des règles de la coopération et de la sociocratie pour aller encore plus loin. Parce qu'on parle beaucoup de démocratie participative depuis quelques années. Voilà, avec de belles tentatives réussies. Dans les années 2000, on a quand même beaucoup essuyé les plâtres. Eh bien, en s'inspirant de la sociocratie, on va encore plus loin que la simple participation, on va vers la coopération, ce qui est beaucoup plus fort. Voilà. On parle aussi d'intelligence collective holomidale, mais aujourd'hui, on ne peut pas tout vous dévoiler. Pour en savoir plus, on vous invite à nous recontacter. Élie, peut-être, est-ce que tu veux bien mettre dans le chat le lien vers notre site internet et vers éventuellement carrément la page. Remarque, je peux le faire. Que je le fasse? Ouais, je veux bien. Si vous êtes aussi un petit peu perdu dans tout ça, si vous ne savez pas comment vous pouvez prendre rendez-vous avec nous et vraiment qu'on prenne le temps d'échanger sur votre réalité et puis d'étudier en fait quelle serait la meilleure stratégie à mettre en place pour vous accompagner et puis pour agir dans votre entreprise en fait. C'est notre métier. Voilà, on va vous renvoyer un mail avec le lien vers le replay. N'hésitez pas à diffuser autour de vous parce qu'une bonne manière, si vous êtes, alors que vous soyez d'ailleurs manager, dirigeant ou non dirigeant, peu importe, mais vous pouvez envoyer le lien vers ce webinaire à vos collègues et collaborateurs, ce qui permettra peut-être aussi doucement de diffuser un petit peu cette réflexion sur cette nouvelle manière de travailler ensemble. Et peut-être que comme ça, vous allez pouvoir vous constituer une petite équipe, un think tank, je ne sais plus comment on dit en français, enfin un petit groupe au sein de votre organisation qui va porter ça et qui va faire en sorte que les choses doucement vont bouger. Alors, si vous voulez que ça aille beaucoup plus vite que doucement, bah, l'idéal, c'est effectivement de se faire accompagner, idéalement par nous, mais ça peut être par d'autres, peu importe. Et puis, voilà, vous irez beaucoup plus vite, vous aurez une méthode pour implémenter doucement la coopération au sein de votre organisation et faire en sorte qu'on augmente de manière exponentielle la performance et surtout ce qui va être ressenti, c'est la qualité de vie au travail et le côté relationnel. Et c'était le titre de ce webinaire. Merci à Nathalie. Dans le mail qu'on va vous envoyer, on va mettre aussi la possibilité de prendre rendez-vous avec nous. Et puis, on va vous mettre le lien vers le site internet là que j'ai mis tout de suite. Alors, c'est le lien d'Alter Ego. Pour l'instant, on n'a que le site d'Alter Ego. Bientôt, on aura un catalogue au sein de Cohésion Internationale. Peut-être certains d'entre vous sont au courant si vous avez lu notre newsletter. Alter Ego est en train de disparaître et Nathalie, Élie et moi, on vient d'entrer dans la coopérative Cohésion Internationale. Voilà. Bah, écoutez, Nathalie, tu veux peut-être nous dire un petit mot de la fin? Oui, merci à tous pour votre écoute. Voilà, c'est un peu frustrant de ne pas vous voir et voilà, je préfère les petits groupes où voilà, je suis en relation en bon émotionnel. J'aime voilà les relations, les échanges avec les gens et donc j'aime mieux être et encore mieux en présentiel. Mais bon, voilà, le contexte fait que c'est compliqué et donc les outils webinaires comme ça, c'est quand même bien pratique. Peut-être le mot de la fin ce serait dire voilà merci et peut-être si certains veulent continuer à échanger encore un petit peu on peut
on peut accorder encore quelques minutes, soit donner la parole à certains ou continuer à répondre aux questions s'il y a des questions qui arrivent. Voilà, on peut encore rester quelques minutes à échanger. Ouais, voilà, c'est possible. On va faire ça. Nous, on va se donner jusqu'à 14h30. En tout cas, officiellement, le webinaire est terminé. Pour ceux qui veulent nous quitter et qui ont d'autres priorités, n'hésitez pas. On vous remercie d'avoir été si nombreux à nous suivre. C'est une très grande réussite. Moi, j'ai envie de dire à mes 2 collègues, un grand bravo. C'est super chouette. Merci à Nathalie d'avoir impulsé ça juste avant décembre. Moi, je l'aurais plutôt fait en janvier, mais voilà, c'est super chouette. Et puis, pour ceux qui veulent rester un petit peu avec nous, on va ouvrir les micros. Alors, pas tout le monde, mais comme tout à l'heure, vous allez pouvoir lever la main. Et puis, Élie va vous donner la parole pour que vous puissiez nous partager ce que vous avez envie de nous partager à la fin de ce webinaire. Merci Bérangère, à bientôt. Et puis, oui, et bon après-midi à tous ceux qui s'en vont. Là, il y a plusieurs personnes qui disent merci, au revoir. Merci, voilà, il y a une personne qui a demandé combien on a été. Je n'ai pas regardé jusqu'au maximum combien on a été. Alors, j'ai cru voir 66 à un moment donné. Ouais, 67, c'est ça à peu près. Ouais, par rapport au nombre d'inscrits, c'est impressionnant. Oui, c'est un gros pourcentage d'inscrits, donc c'est chouette. Merci tout le monde. Alors, est-ce que quelqu'un lève la main pour nous partager quelque chose? Alors oui, on a Franck, je crois, qui lève la main. Et puis il y a Michel aussi après. Et vous m'entendez? Ouais. Parfait. Bon, d'abord, merci. C'était vraiment fort instructif. Moi, j'ai l'impression d'être à la bonne place. Ça me rassure. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, ce que disait l'autre personne juste avant moi, ce qui nous manque, c'est la suite, les outils qui vont aller avec, puis c'est bien correct. Moi, je serais intéressé par certaines des formations que j'ai pu voir affichées tantôt par Yanis. La question, c'est que, moi, j'ai le décalage horaire avec vous autres, c'est quand même pas anodin. Et pour moi, c'est le petit déjeuner dans pas longtemps. Et puis, il y a le côté, je suis dans un contexte gouvernemental, donc tout a tendance à fonctionner par appel d'offres. Donc, je vais essayer de me rapprocher soit Dianis, soit Nathalie pour voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Puis, parce qu'il y a quelques trucs que je ferais déjà pour moi pour créer le laboratoire d'idées dont vous parliez tantôt, le think tank dont tu parlais, Yanis. Parce qu'au Québec, ils tiennent très très fort au mot français. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc, je vais voir un peu ce qui est possible de faire, mais personnellement, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je pense qu'il y a des possibilités énormes, surtout que je suis dans un contexte où on implante l'agilité dans un mode coopératif. Donc, ça peut avoir beaucoup de résonance. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, super. Tu sais, Franck, Cohésion a eu, puis je vais répondre en même temps à Catherine qui demande si on intervient en Belgique aussi. Les débuts de Cohésion internationale, si ça s'appelle international, c'est parce que justement, ils travaillent à l'international. C'est un peu moins le cas en ce moment, mais rien ne nous empêche de répondre à un appel d'offres, qu'il soit québécois ou belge ou autre. Et il se trouve qu'on peut aussi intervenir dans les pays germanophones et anglophones. En ce qui me concerne en tout cas. Voilà. Je donne la parole à Michel. Et bon petit-déj, Franck. Voilà, Michel, juste activer votre micro en bas à gauche de l'écran. Voilà, c'est bon? C'est bon. Bon, merci, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Et ce que je peux vous dire, c'est que je me suis mis en contact avec Nathalie. Et puis, j'ai essayé de joindre Yanis, mais le numéro de téléphone, vous avez pu le changer, je pense, celui qui était sur le, sur le mail. Alors, moi, ma démarche, je suis vraiment dans la coopération aussi, sans être une coopérative. C'est-à-dire que depuis 6-7 ans, j'ai préparé un projet qui va se lancer, qui n'est plus un projet, puisqu'il se lance véritablement au début de l'année prochaine, et qui est fondé sur un mode de coopération à l'attention des petites et moyennes entreprises, en particulier sur cette catégorie-là, pour les accompagner dans la durée, de façon à leur permettre d'évoluer en franchissant des seuils d'activité, et sur une offre majeure qui est de la mobilisation des fonds, avec là une contribution, c'est-à-dire une contribution et une coopération. D'ailleurs, j'ai 2 contrats qui n'en font qu'un, qui est celui de une collaboration, une convention de collaboration, et une convention de coopération qui prépare en amont la manière dont je vais fonctionner, pas que moi, mais les personnes avec mon interlocuteur qui est le dirigeant de l'entreprise,
et ce jusqu'à son objectif qui consiste à apporter la contribution, la mobilisation des fonds, puisqu'on sera payé que si c'est réussi. Ce qui suppose qu'en amont, on prépare les choses on se met en risque avec lui. Donc là, vous avez, pour faire simple, un binôme qui réunit aussi dans un cadre, on va dire, de collaboration et de coopération, des spécialistes, donc des conseils. C'est la raison pour laquelle je me suis rapproché de vous. On pourra peut-être en parler après plus spécialement pour ce que je recherche, puisqu'il y aura un réseau qui va être un réseau d'entrepreneurs et d'experts, puisque les experts, c'est une spécialisation qui peut s'appliquer à une équipe. Et puis, les entrepreneurs, c'est l'expérience qui peut s'appliquer à l'entreprise elle-même, qui elle-même est une entité vivante. Donc, je m'arrête là, mais voilà, ce modèle est basé sur un écosystème qui associe en amont, et je conclurai là, donc, un objectif qui est de mobiliser les fonds, que ce soit dans le mode transactionnel, c'est-à-dire les acquisitions, cessions, que les transmissions, reprises, etc., ou dans le mode, on va dire, accompagnement, on va dire compagnonnage, quoique ce terme n'est pas utilisé parce qu'il est déposé déjà et ça concerne plus les compagnons du devoir et tout ça, mais ça correspond un petit peu à ça, c'est-à-dire jusqu'à la fin, toujours jusqu'au résultat. Donc, vous avez une société qui ne fait que l'accompagnement au niveau de l'expertise et qui va coopérer avec des experts externes sous forme de groupement de moyens temporaires, de façon à aider une équipe et également à aider le dirigeant pour que l'entreprise continue à évoluer. Et il y a une partie aval qui consiste aussi, puisqu'on intervient dans les négociations, mais de façon très active avec les financiers notamment. Michel, j'ai une petite question. Oui. Tu ne serais pas extraverti par hasard? Ah, si, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai entendu. Mais je sais m'arrêter. Non, ce que je te propose, Michel, parce que j'ai l'impression que ça y est, t'es parti. Mais là, oui, parce que c'est comme Nathalie, c'est la passion. C'est un sujet de webinaire, là, ce que tu nous racontes, et avec des visuels et tout ça, ce serait plus chouette. Moi, j'aurais à cœur qu'on laisse vraiment la parole, tu vois, plus sur ce qui a été vécu et des retours sous forme de réaction par rapport à ce que Nathalie a raconté, comment les gens ont perçu ça, y compris peut-être des retours critiques s'il y en a, s'il y a des choses avec lesquelles vous repartez en vous disant, non, je suis pas d'accord avec ce qui a pu être dit, ou voilà. En tout cas, Michel, nous, on reste en contact et je t'encourage vraiment à créer un webinaire. Et tu vois, ça peut marcher, il y a du monde et il y a de la matière. Oui, mais ça, j'entends bien et j'ai l'intention de fonctionner de cette façon-là aussi. Ouais, super. Mais, merci à toi, et puis effectivement, on est sur la même longueur d'onde, donc n'hésite pas à revenir vers nous. Oui, de voir de quelle manière on pourrait trouver une complémentarité. Ouais, ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci Michel. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui lèverait la main? On nous dirait un petit mot. Alors, ça peut être sous forme de ronde de clôture. Il y a certaines personnes, alors je vois Aurélien avec qui on travaille régulièrement, mais il y a aussi Claudine qui a suivi nos formations. Et puis, il y a peut-être d'autres personnes qui ont entendu parler de cet outil, la ronde de clôture. On l'utilise de manière systématique dans nos réunions et on invite nos clients à en faire de même à la fin de chaque réunion. Là, c'était un webinaire, mais c'est un peu pareil, à partager avec toute authenticité comment on a vécu cette réunion ou aujourd'hui ce webinaire. Donc, il suffit de lever la main et puis de répondre. Et encore une fois, c'est important pour nous d'avoir vos retours positifs parce que ça va nous donner confiance dans notre manière de gérer nos webinaires. Et puis, si vous avez des idées d'amélioration, on est preneurs. Et si vous avez simplement envie de dire que vous n'êtes pas content, que c'était nul ou vous n'êtes pas d'accord, on va l'accueillir aussi. Donc, levez la main et puis en tout cas, évitez de partir sans rien dire. Si vous avez trouvé qu'il y avait quelque chose qui ne vous convenait vraiment pas, il vaut mieux le déposer avant de partir. Vous vous sentirez plus léger plutôt que de partir avec ça sur le cœur. Risquez de faire. Je vais donner la parole à Agnès. Super. Vous avez la parole. Il faut juste activer votre micro en bas à gauche. Ok. Et c'est vrai que pour le son, pour la technique, je suis pas très à l'aise, moi. C'est là qu'est mon problème. Moi, je bloque au niveau de la technique. Non, je voulais juste dire que j'ai trouvé ça intéressant parce que moi-même, je mets en place des formations
au niveau de l'accompagnement des gens qui se lancent en entreprise, puisque j'ai été à mon compte pendant 23 ans. Et voilà, j'avais tout un versant sur la communication. Et c'est une autre approche complètement que j'ai trouvé complémentaire et ouais, ben voilà, parce qu'on peut l'aborder sous différents angles, hein, évidemment, comme tout formateur, quoi. Et franchement, j'ai trouvé ça très intéressant et très explicite. Et ça m'a donné confiance parce que moi, j'ai le problème d'arriver à me lancer comme vous, là. C'est là qu'est ma difficulté, c'est que je ne suis pas à l'aise du tout avec l'ordinateur parce que c'est comme ça que j'ai perdu mon activité précédente. Donc, voilà. Et j'ai trouvé ça très clair, très explicite et très encourageant. Et voilà, moi, je l'aborde sous un autre angle, le principe de la communication, hein, sur le schéma, tout le parasitage dans une communication, etc. Mais là, du coup, ça met un autre éclairage avec d'autres façons de l'aborder, d'autres mots, et j'ai trouvé ça très complémentaire. J'ai beaucoup aimé. Voilà, malgré que voilà, j'ai quand même déjà un petit peu d'expérience dans ce domaine-là et je suis un peu orientée dessus, mais c'est ça qui est intéressant en formation, c'est plusieurs formateurs, plusieurs éclairages, et voilà, je suis pas. Bon. C'est vrai que parallèlement, je suis artiste peintre et je donne des animations sur tout ce qui est peinture, mais justement, donner cet éclairage large avec des palettes de couleurs et non pas du binaire noir-blanc, je trouve ça extraordinaire et j'encourage, quoi, et je vais le dire à tout le monde. C'est pas parce qu'on a suivi une formation qu'à côté, c'est pas inintéressant, quoi. On a toujours des éclairages différents, des lumières différentes. Merci. Super, merci beaucoup Agnès. Bienvenue. Et puis, si tu veux faire des webinaires également, l'outil Zoom est maintenant vraiment au top, hein. Je pense qu'on peut le dire, Nathalie. Il faut payer par contre pour la version webinaire, mais une fois que tu payes pour ça, ça fait tout le boulot quasiment. Donc, c'est bien. Après, il faut le paramétrer, mais voilà. Oui. Il y a Céline qui lève la main. C'est ça. Je donne la parole à Céline. Alors, Céline, il faudra juste… Oui, c'est bon. Yeah, je crois que c'est bon. Bonjour. C'est bon, bonjour. Alors, tout d'abord, un grand merci à vous. Je suis arrivée en retard, j'en suis désolée, mais de savoir qu'il y a un replay, je crois, si j'ai bien compris, je vais pouvoir réécouter, visionner ce que j'ai manqué, parce que j'ai tenu jusqu'au bout de votre webinaire, ce qui n'est pas souvent le cas, surtout en ce moment de grande fatigue. Donc, un grand bravo et merci encore. Alors, j'aurais plein de choses à dire, mais j'aimerais juste m'arrêter sur une petite chose que peut-être vous approfondissez en formation. Quand vous avez évoqué par rapport aux émotions que la peur pouvait être en lien avec quelqu'un de type mental, si j'ai bien compris, la tristesse avec quelqu'un de type émotionnel et la colère plutôt avec quelqu'un d'instinctif, enfin, dans le ressenti. Je ne sais pas si j'ai très bien compris et j'avoue que j'en suis surprise en fait. C'est quelque chose, pour moi, je mettais tout ça dans l'émotionnel en fait. Même si le mental transforme ses émotions en pensée pour moi, mais je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair dans ce que j'ai cru comprendre ou ce que je sais. Oui, il faut venir aux formations de Nathalie. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que ça ne se fait pas en 1h30, quoi. Est-ce que c'est une question, Céline, ou est-ce que c'était une réaction? C'est-à-dire, est-ce que tu attends une réponse ou est-ce que tu voulais juste partager sur le fait que ça manquait de clarté pour toi? En fait, c'est une question tout en sachant que j'ai conscience que vous ne pourrez pas me répondre en peu de temps. Tu essayes, Nathalie, je peux essayer d'être concise, ouais. En fait, effectivement, la peur, la colère et la tristesse, ce sont des émotions. Donc, un émotionnel, par exemple, va ressentir toutes ces émotions, même toute la palette des émotions en une seule journée. Un émotionnel, voilà, il va être vraiment en lien avec toutes ces émotions-là. C'est plutôt des émotions dominantes. Quelqu'un d'instinctif, son émotion dominante, ça va être la colère, ça va être l'émotion qu'il va vivre le plus souvent. En tout cas, quand il va être activé, quand ça va être compliqué pour lui, c'est l'émotion la première qui va venir et celle qui va venir le plus souvent. La tristesse, pour un émotionnel, c'est malgré le fait que ce soit un émotionnel et qu'il vive toute la palette des émotions assez facilement, c'est quand même, moi en tant qu'émotionnel, quand je regarde honnêtement, c'est l'émotion que j'ai le plus ressentie dans ma vie, la tristesse en fait, vraiment. Et pour quelqu'un du centre mental, eh bien, comme la personne du centre mental, elle cherche à comprendre, à analyser et à essayer de trouver des plans pour l'avenir et les différentes manières comment l'avenir pourrait se dérouler, eh bien, c'est plutôt la peur, l'émotion qu'il va ressentir. C'est quelqu'un de mental, donc le côté émotionnel n'est pas la chose qui va venir en premier. Mais s'il y a bien une émotion que quelqu'un de mental vit, c'est la peur, en fait. En tout cas, c'est celle qui est récurrente.
voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Mais effectivement, comme je disais en formation, je prends beaucoup plus de temps pour expliquer. Donc, voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil déjà de m'avoir apporté cette petite réponse qui me permet de patienter jusqu'à une éventuelle prochaine formation. Parce qu'en effet, beaucoup d'impatience pour moi à découvrir tout ça. Et vous tombez à pic, si je puis dire, parce que hier, j'étais en réunion de coaching pour mon projet et je leur disais que, en visio, je leur disais que je ressentais vraiment le besoin de me former, que j'allais contacter Alter Ego. Je ne savais pas que ça s'arrêtait, en fait. Voilà, donc un grand merci. Je reviendrai sûrement vers vous peut-être pour voir un petit peu plus les choses concrètement par téléphone de ce que vous proposez. Céline, t'es la bienvenue. À très bientôt. Et puis, on va boucler la boucle avec Claudine. Claudine qu'on connaît bien. Ça fait plaisir de t'entendre. C'est dommage qu'on ne te voit pas. Ok. Bonjour à vous. Salut Claudine. Alors, j'ai sauté sur la proposition de ronde de clôture à la fois pour vous remercier. Vraiment, j'étais contente de vous voir et de réactiver toutes ces connaissances qui me sont vraiment très utiles pratiquement au quotidien. Donc, un grand merci à vous. Et puis, peut-être aussi partager avec ceux qui vous ont écouté que quand même, s'il y a des choses, les premières choses peut-être à faire et à expérimenter, c'est de mettre en place les rondes d'ouverture et de clôture. On a l'impression que c'est simple. Mais oui, c'est pas très compliqué et oui, c'est super important. Et moi, je suis ravie de ça. À un moment donné, vous avez dit, je ne sais plus si c'est Yanis ou Nathalie, que c'était important de mettre en place les espaces pour pouvoir se parler, pour pouvoir réguler. Et ça, c'est deux espaces assez simples à mettre en place et qui sont très importants. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, peut-être aussi que c'est important que l'animateur, il délègue la mise en place de ces espaces parce que quand on est sur l'axe efficacité, on a tendance un peu à les oublier. Donc, voilà, moi, ça m'arrive, des fois, on fait vite, on est un peu à la bourre et donc, du coup, on oublie la ronde de clôture. Eh bien, non. Voilà. Donc, je voulais partager ça avec vous. Et puis, merci à vous. Merci Claudine, ça fait plaisir de t'entendre et de savoir que voilà, nos formations servent après et que ça pollinise un petit peu à droite, à gauche dans vos organisations. Il est 14h30, on va boucler la boucle, donc désolé s'il y a quelques personnes qui pourraient bien souhaiter prendre la parole maintenant. En tout cas, on vous a donné les liens, vous allez recevoir un mail. Donc, si vous souhaitez revenir vers nous, n'hésitez pas. J'ai oublié de dire une information importante. Le 8 janvier, ce sera notre deuxième webinaire. Je vais demander à Nathalie de l'animer et puis c'est moi cette fois-ci qui ferai le conférencier. Le thème de ce webinaire sera le partage du pouvoir dans nos organisations, comment faire. Voilà, donc j'ai l'impression que des gens comme François, par exemple, pourraient être bien intéressés et j'espère d'autres personnes. Une manière de nous filer un petit coup de main aussi, ce serait de transférer, lorsque vous recevez l'invitation vers nos webinaires, par exemple, de les transférer à des gens autour de vous, ne serait-ce qu'à une, deux ou trois personnes dont vous savez qu'elles sont sensibles à ces questions-là et que ça pourrait les intéresser par rapport à leur situation dans leur boulot. Eh bien, voilà, ça va nous ramener du monde et c'est ainsi qu'ensemble, on va construire, on l'espère, le monde de demain. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut retourner au boulot pour certains, prendre le petit-déj pour d'autres. Donc, très belle journée à tout le monde. Et puis, au plaisir. Joyeuse fête à tous. Et joyeuse fête, ouais. Au revoir tout le monde, merci. Bye bye. Bye. Merci Elie pour la technique. Merci Elie, ouais.